Lyon, c'est comme ça. Hein. Ça fait 1 heure qu'il me dit que Lyon, c'est génial, c'est génial. Bah, c'est génial, en fait. Bah, c'est chaleureux. Et Ouais. tout ça spontanément, sans qu'on leur dise rien. Ça, c'est formidable. Vous êtes bien des agents immobiliers, hein? Alors, je fais une petite introduction et ensuite, l'idée de ce format, c'est on va faire une petite heure. À la fin, on vous remettra le livre qu'a écrit Jean sur son parcours, sur sa vie, sur ses enseignements et c'est ce qu'il a envie de transmettre. Mais avant de discuter tous les deux, je vais vous présenter rapidement. Jean, c'est ce qu'on appelle un multi-entrepreneur à succès aujourd'hui en France, qui a développé plusieurs entreprises, des entreprises très connues et qui a une particularité, je crois que c'est le seul à l'avoir, si je ne dis pas de bêtises, au monde. En Elon tout Musk cas, m'a en France, rejoint c'est la sûr. semaine dernière. Elon Musk t'a rejoint. À jamais numéro 2, Elon. Alors, et oui, il a toujours un temps de retard, Elon Musk, sur Jean. Il n'y a que 2. Vous êtes que 2. Il a réussi à créer 2 structures qu'il a cotées en bourse. Parce que des cotations en bourse, il y en a souvent, mais c'est rarement les gens qui les ont créées. Et ça, c'était quelque chose qu'on trouvait hyper intéressant. C'est, vous avez devant vous quelqu'un qui a créé son business, qui a créé sa propre histoire tout seul, avec son abnégation, sa force, son talent, et on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est aussi un homme, depuis quelques temps maintenant, de médias, parce que c'est une figure importante d'une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» que je vous invite à regarder si vous ne la regardez pas, qui a une vertu immense, c'est celle de défendre l'entrepreneuriat. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que l'entrepreneuriat est une des solutions pour améliorer le sort un peu abîmé de la France, parce que c'est ce qui crée de l'énergie. Et donc, je voulais te remercier aussi pour cette mission que tu t'es mis et ce job qui doit être assez prenant. Alors, évidemment, je ne vais pas poser toutes les questions. À la fin, vous poserez des questions, parce que c'est ça qui sera sympa. Je vais commencer par une question assez personnelle sur ta vie. Tu viens, je vous fais court, quelque chose qui est éminemment beaucoup plus compliqué, mais tu es né dans les années 90 dans un pays en guerre, le Liban. 69. Tu es né en 69 et tu es arrivé en France dans les années 90. Mais parce que tu fais tellement jeune. J'aimerais bien, putain. C'est vrai. Il a une boîte dans Il la a attaqué d'entrée sur mon point faible, Ouais. l'âge. Ah, il a un rapport à l'âge, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, à c'est l'esthétique très qui est compliqué très pour moi. intéressant. Mais Là, il attaque fort. hein. non. Mais c'est vrai que j'ai cru que tu étais plus jeune que moi. Rattrape-toi. Voilà. Donc, tu es arrivé en France dans les années 90. Tu es né un peu plus tôt. Dans un pays, le Liban, qui est un pays en guerre. Toujours. Malheureusement, toujours. Et je te disais que moi, mon premier patron était libanais aussi, qu'il avait une abnégation, un sens du travail, un sens de devoir de l'apprentissage qui m'avait toujours énormément impressionné. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, une culture qu'on connaît peut-être de loin, mais qui n'est pas la tienne au quotidien, que tu n'as pas de réseau, et que pour autant on va y débuter sa carrière, comment on fait et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu y arrives? Alors, merci d'abord pour m'accueillir. En fait, c'est vrai, je suis né au Liban en 69. La guerre a démarré en 75, donc j'avais 5 ans. Donc, vous imaginez bien que jusqu'à 5 ans, je n'ai pas vu grand-chose. Et en fait, après, ma vie était rythmée aux bombes, aux valses des massacres, etc. Parce qu'une guerre, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Hier, je disais que quand le président Macron a dit que nous sommes en guerre pendant la Covid, ça m'a blessé, en fait, même. Parce que la guerre, il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que je peux vous donner une feuille et vous dire, imaginez c'est quoi une guerre, vous écrivez tout ça sur une feuille, et c'est pas assez en fait, c'est encore plus. Donc, mais j'ai eu une chance dans ce chaos, c'est d'être dans une famille aimante. Et vraiment un havre d'amour qui m'a permis de me construire. Et depuis gamin, j'ai toujours refusé que d'autres décident pour moi en fait. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. J'ai quitté le Liban, j'avais 20 ans quand la guerre s'est terminée. Mais la guerre s'est terminée pas comme j'ai voulu. Elle s'est terminée à l'époque avec une Pax Syriana. Les Américains avaient vendu le Liban au régime d'Assad. Et moi, je me suis battu contre ce régime pendant longtemps. En fait, il y a quelque chose qui est très, très important à comprendre, qu'on quitte un pays quand
c'est pas quand c'est dur. Quand c'est dur, on lutte, on résiste. On quitte un pays quand il n'y a plus d'espoir. C'est ça le point essentiel. Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, je passe mon temps à parler aux politiques en leur disant « Faites attention, vous avez fait fuir les riches. Bon, c'est idiot. Mais là, il ne faut pas faire fuir les ambitieux. Hein, parce que si les ambitions partent, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, j'ai perdu espoir que le Liban deviendra un pays un jour, surtout pas le pays souverain pour lequel je me battais. Voilà, la valeur qui est le plus importante dans ma vie a toujours été la liberté. Je pense ici, il y a beaucoup d'entre vous qui ont cette valeur qui les anime. J'ai dit à la télé, si on demande aux gens, c'est une phrase de George Orwell dans un livre qui s'appelle La ferme des animaux. Et, il dit, si on demande aux gens de choisir entre le bonheur et la liberté, les gens choisiront le bonheur. Et moi, je choisis la liberté. C'est quelque chose pour lequel j'ai été prêt à donner mon sang. Et par contre, je me sentais plus libre une fois que la main syrienne contre qui je me battais a mis sa main sur le Liban. J'ai quitté le Liban et je suis arrivé en France. Mon départ du Liban a été très chaotique parce que j'ai failli mourir ce jour-là 4 fois. Et j'arrive à Orly. La seule chose que j'avais en France, c'était mon frère Georges qui avait un T2 dans le 15e arrondissement. Donc, j'ai dormi chez lui sur un petit matelas au sol. Je précise que tu n'es pas d'une famille libanaise francophone avec une Non. culture. Ton papa, tu me le disais tout à l'heure. On est Libanais de sang, tous. Ouais. Voilà. Maintenant, on est tous franco-libanais, mais en fait, j'ai dormi au sol chez Georges pendant au moins 3 ans sur une galette de mousse. Et à côté de moi, il y avait un autre copain du Liban aussi. Donc, je suis arrivé avec rien, en fait. Rien du tout. J'ai compris une chose très, très, très vite, c'est que, en fait, beaucoup de monde pense qu'il faut avoir confiance pour entreprendre, quelle qu'il soit la notion d'entrepreneuriat. Or, en fait, si vous attendez ça, ça n'arrivera jamais. C'est en entreprenant que la confiance se construit. Donc, au début, j'étais en course contre le temps. Mes parents, les études au Liban sont très, très, très chères, extrêmement chères. Ça veut dire que moi, ici, quand on m'a dit que le privé, on payait, etc., j'ai eu des enfants et on m'a dit combien ça coûte. Je me suis dit, c'est une erreur, certainement, en fait, c'est pas possible, quoi. On paye 2000 € pour un enfant dans le privé en France, dans les cycles, dans les collèges, c'est rien du tout, hein. En plus, ils mangent avec. Donc si vous vous dites, oh, il y a combien de jours, la nourriture, bon, à 10 €, ça fait comme... Enfin, en fait, il n'y a rien, en fait, on ne paye rien. Hein. Et tout le monde dit, oh là là, qu'est-ce qu'on paye? Non, ce que mes parents payaient, c'est l'équivalent de 10 000 € par enfant, par an, dès le début. Quand vous arrivez à l'université, c'est beaucoup plus. Et dans un pays où la capacité financière de l'individu est moindre qu'en France. Donc c'est cher. Et nous, on était 4. Donc il fallait que mon père sorte 40 000 par an. C'était énorme. Donc il se privait de tout. Et donc moi, j'étais omnibulé par l'idée de gagner de l'argent. Vraiment, on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu étais entrepreneur? Et moi, je disais, je vais gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et dans ma tête, je voulais mettre les miens à l'abri. Et je voulais absolument récompenser ma mère pour tout ce qu'elle a fait, etc., pour nous. Et donc, j'ai fait les choses très, très, très vite. J'ai intégré une école d'ingénieur, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur en 3 ans. En même temps que je faisais mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon master pour gagner 1 année. Je suis rentré dans le CNRS et en même moment d'être un ingénieur de recherche et donc gagner ma vie, j'ai fait mon doctorat. Et à la place de faire le doctorat en 5 ans, je l'ai fait en 2 ans et 3 mois. Donc, c'est une vie de course. Alors,
ne faut pas trop être impressionné par tout ça. Aujourd'hui, tout ce dont j'avais comme avantage sur beaucoup de monde, moi, je lisais un texte, je le retenais tout de suite. Les maths, pour moi, ça a toujours été... je ne travaillais même pas, en fait. Donc, j'avais cette facilité-là. Mais cet avantage que j'avais, on va dire l'avantage concurrentiel que j'avais, n'existe plus aujourd'hui parce que n'importe quelle maboule avec n'importe quel outil d'IA m'égalise immédiatement. Donc, nous vivons une ère qui est très, très, très intéressante pour tous les gens qui veulent entreprendre, etc. Pourquoi? Parce que les hard skills, le QI est mort. Tout ça, c'est mort. C'est une bonne nouvelle pour pas mal d'entre nous. Ça se joue maintenant sur les soft skills. C'est vraiment hyper important. Très, très important. Ça veut dire, c'est un message d'espoir aussi. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut réussir. Mais il faut qu'il ait les soft skills. C'est pour cela que moi, par exemple, quand je recrute, je cherche des gens qui sont heureux. Hyper important. La seule chose que je cherche, c'est les gens heureux. Pourquoi? Parce que, en fait, pour réussir dans les affaires, je disais à la table, il y a 3 R et un C. Première R, c'est la rupture. C'est-à-dire que vous devez tout le temps vous innover, vous renouveler. Vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. Comme dit Einstein, si vous faites la même chose que vous faites hier, le même résultat va arriver demain. Alors, si vous copiez quelqu'un qui est bien établi, il va vous écrabouiller parce qu'il a beaucoup plus de muscles. Vous mettez 2 personnes, il en met 20. Allez-y, cours. Donc, alors que si on a de la rupture, si on approche le marché avec rupture, les choses changent. Et la rupture, tout le monde pense, quand on parle de rupture, tout le monde pense au produit. Donc, il faut un produit innovant, etc. Ce n'est pas nécessairement le produit. La manière de communiquer peut être différente. La manière de distribuer peut être différente. Le modèle économique peut être différent. L'offre que vous proposez aux gens, pas seulement vendre un appart ou acheter un appart, etc. Donc, on doit approcher le marché d'une manière rupturiste. Donc ça, c'est le premier R. Le deuxième R, c'est le réseau. Le réseau, si vous n'en avez pas de réseau, vous n'avez aucune chance. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Je l'ai dit tout le temps, même aux entrepreneurs, je leur dis, si vous n'avez pas de réseau, associez-vous à des gens qui en ont, allez vous mettre dans tous les clubs possibles et imaginables, là où il y a un machin, allez-y, parce que finalement, vous êtes dans l'immobilier aujourd'hui, à la base, très basiquement, tous les gens qui ont la capacité d'avoir un bien vous intéressent. Qu'ils l'aient ou qu'ils veulent l'acheter. Des deux côtés. Toi, il y a un moment, tu n'avais pas de réseau. Il n'y avait rien. Voilà, parce que travailler son réseau, c'est basique. Ça veut dire que quand j'ai créé Memscap après le CNRS, j'étais très connu dans la tech. Donc, j'ai fait mon sillon. Quand j'étais au CNRS, je me suis connecté avec beaucoup de monde. J'ai dirigé des conférences. J'avais 250 publications scientifiques, etc. J'étais une tronche dans la tech, en fait. Mais là où ça a été dur pour moi, et ça s'applique sur vous à construire un réseau, c'est quand j'ai attaqué la beauté. Je ne connaissais pas une personne. C'est-à-dire rien. Eh bien, mes petits-déj, mes déj et mes dîners étaient pris. Tout le temps. J'ai pris une femme. À l'époque, le print était important. Les magazines. Ouais. Aujourd'hui, le print n'est plus important. C'est le digital qui est important. Il reste 2 chaînes télé et le digital. Et voilà, ma machine de publipostage va tomber à la poubelle. J'essaye de les convaincre de refaire du publipostage. Qu'est-ce que... il est brillant, mais en IMO, c'est une bille. Il a acheté un appartement à Pardieu, il a l'encadrement, il ne sait plus quoi en faire. N'écoutez pas tout. Continue, Jean. Ah non, sinon, on va tout foutre par terre. Ah bon, j'ai acheté ma maison à 1,5 million, elle vaut 5 millions. Oui, d'accord. Il n'est pas si mauvais. Alors, continue. Alors, si j'ai demandé à cette fille, je lui ai dit, écoute, je veux rencontrer tous les rédac-chefs de Paris. Et tous mes repas sont pour toi. Donc, elle me calait des rendez-vous, matin, midi et soir. Et j'ai mangé quand je ne pouvais plus.
Et je racontais mon histoire, en fait. J'ai raconté mon histoire tout le temps. J'évangélisais et je rencontrais ces gens. Et ces gens me disaient, ah tiens, mais tu connais l'autre personne, machin, etc. Ah oui, ça m'intéresse, machin, et je les rencontrais. Et en fait, le réseau, c'est pas difficile de créer des réseaux. Il suffit du temps et de sourire et d'être intéressé, de s'intéresser aux gens. C'est très important. Ça veut dire que dans une relation, pour la créer, vous ne pouvez pas avoir une relation uniquement intéressée one way. Hein. Moi, par exemple, pour moi, dans le monde des affaires, c'est comme un système bancaire avec des débits et des crédits. Je vous rends service, vous me devez un service. Et vous me rendez un service, vous me devez un service. Et moi, j'ai passé ma vie à penser, je déteste les dettes. Donc, j'ai passé ma vie à rendre service. Quand il y a un truc, tout de suite, je le fais, etc. Et je veux mourir avec les gens redevables à moi dans toutes les choses. Et donc, mais c'est hyper important, parce que il faut construire des relations qui durent dans le temps. Donc, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui seulement demande des services, en fait. Il faut rendre des services. C'est comme ça qu'on crée de vraies relations, en fait. Et du coup, il faut penser, et si vous le faites en sachant que vous donnez, vous voulez recevoir, ça ne marche pas non plus. En fait, il faut être sympa. La réalité, c'est qu'il faut être sympa, essayer de faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres, etc. Vous construisez une réputation et les gens, en fait, finalement, la karma tourne autour de vous et vous avez de la chance. Parce que le troisième R au-delà des réseaux, c'est la résilience. Alors, quand on est né en guerre, c'est facile la résilience à acquérir. Pourquoi ? Parce que en fait, la guerre vous apprend la fragilité de l'existence. Et donc, tant que vous n'êtes pas mort, tant mieux. Il y a une chose qu'au Liban me choquait, par exemple, il y avait une bombe qui tombait et quelqu'un il perd un bras. Et les gens, le lendemain, ils disaient « Il a failli mourir, hein, il a perdu qu'un bras, mais quelle chance, il a failli mourir. » En France, il fait un accident, il perd un bras. Quelle mauvaise chance, le pauvre. En fait, c'est complètement différent la vue. C'est qu'il y a des gens qui disent « Il a perdu un bras, il est chanceux, il aurait pu mourir. » Et en France, en fait, il a perdu un bras, quelle catastrophe. Donc c'est une autre approche. Et ça, la guerre vous l'apprend, en fait. Tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Et moi, je dis toujours pour les entrepreneurs et tous ceux qui font des choses, en fait, dans le business, la vie, c'est un combat. C'est-à-dire que si on vous met un premier coup, vous êtes rétamé au sol, c'est bon. Vous n'allez pas aller très loin. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 boîtes cotées en bourse. J'ai 15 entrepreneurs dans Skill dans lesquels j'ai investi, donc je dois les suivre. J'ai tous les 2 autres boîtes. Enfin, j'ai 5 boîtes. J'ai beaucoup de choses. Et il n'y a pas une journée, il n'y a pas une seule journée que je n'ai pas une difficulté ou une mauvaise nouvelle. Il n'y en a pas une. C'est impossible, en fait. Mais je prends les choses, je rigole, en fait. Avec du recul. Oui, en fait, la réalité, on est tous des passants. On ne fait rien de génial, on souffle de l'air chaud. Hein. C'est tout ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment, toujours très important, travailler très sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Il y a des gens, hier, j'étais dans une autre conférence, je disais, vous dites à quelqu'un, il est directeur de quelque chose, et il marche comme un pingouin tout de suite. C'est pas possible, en fait. Tu fais un job, tu n'as pas inventé, je ne sais pas quoi. Donc tout ça, c'est vraiment important. Ce n'est qu'un jeu. Moi, je dis toujours aujourd'hui, imaginez que vous voulez vendre un bien qui vaut 15 millions et que vous arrivez à le faire et vous êtes super content, la com elle est géniale, etc. Et 10 minutes après, votre médecin vous appelle, vous dit vous reste 6 mois, les analyses ne sont pas si bonnes que ça. Et ben, à quoi ça sert votre deal là que il ne représente plus rien en fait. Mais rien, hein, franchement rien. Hein. Alors que si vous perdez le deal et vous êtes en bonne santé, demain il y en aura un autre. Et ce qu'il faut vraiment toujours garder dans la tête, que plus vous montez, plus les difficultés vont être plus dures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes, quand on joue au foot,
tant que vous jouez à Créteil, jouez contre... T'aimes pas je sais pas, Créteil. non, j'aime Tu pas. m'en as parlé déjà de midi. Le nom, il sonne mieux. Ouais, hein, ouais. bizarre, Puis Créteil. on appelait ça Putain, Créteil la Rouge. En plus, c'est franchement, communiste c'est un un nom peu à de l'époque. merde. Ouais, ouais. Ça mérite que tu le rentres dedans. Oui, mais quand tu joues la Champions League, il n'y a pas un match qui est facile. Donc, et vous êtes payé pour ça. Donc, de toute manière, moi, aujourd'hui, j'ai tellement de difficultés vraiment lourdes, quoi. Mais je rigole et je dis, oui, c'est normal, je joue aux Champions League. Ouais. Parfois, même, je suis dans mon bureau, les difficultés sont tellement dures que je regarde un peu en haut et je dis, tu me surestimes pas un peu trop, là? Parce que, calme-toi. Hein. Donc, voilà. Donc, les 3 R, c'est cela. Et la chose importante, c'est qu'il faut de la chance. Parce que ces 3 R ne suffisent pas. Comment tu l'as alors, c'est une question bateau. Ouais. Elle est intéressante. Et après, j'aurais une question à te poser sur Memscape. Mais comment tu la provoques, cette chance? Parce que Ouais. on dit toujours qu'il faut de la chance. Mais... Alors en fait, sincèrement, j'ai vu des gens en fait travailler dur et pas réussir. Parce que dans le business, c'est pas comme dans le sport. Dans le sport, moi, je jouais au basket professionnel. Donc, quand on terminait l'entraînement, le coach il disait allez, lancez franc, et jeter les balles l'une après l'autre. Il fallait marquer 10 de suite. Si on rate, on redémarre à 0 le compteur. Donc, vous arrivez à la fin, vous avez mal au bras en fait, vous n'arrivez plus. Mais ça fait quoi? Ça fait que le travail, quand on est en match, quelle que soit la situation, quelle soit une situation de stress ou pas, vous ne réfléchissez pas, vous la jetez, elle rentre. Ça, c'est dans le sport. Dans le business, on peut travailler très, 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 très dur et pas réussir. Parce que la méritocratie, ça ne marche pas. En plus, à ces 3 R, il faut la chance. Et la chance, il y a une partie initiale. Il y a des gens j'ai des associés qui disaient, il y a des gens qui ont des étoiles et il y a d'autres qui regardent les étoiles. Et Jean, il a une constellation qui le suit. C'est vrai, je suis hyper chanceux. Mais la chance initiale représente que 5% de la chose. Le reste, c'est une chance qu'on peut créer. Et comment on crée la chance? En fait, il faut provoquer les choses. J'ai donné un exemple de sport, mais je vous redonne le même exemple de sport. Ça veut dire que dans le basket, notre objectif, c'est d'arriver dans ce qu'on appelle la zone 2, juste en dessous du panier. Parce que là-bas, peu importe comment on jette la balle, elle rentre. Et donc moi, je peux attendre au milieu du terrain et dire, j'ai pas de chance, la balle ne vient pas. C'est pas possible en fait. Il faut toujours bouger pour que la balle arrive. Et donc, notre rôle en provoquant la chance, c'est de bouger. Vous, aujourd'hui, vous pouvez dire ah, « Putain, j'arrive à rien vendre, aucun appartement, c'est naze. » Et en fait, vous êtes dans votre lit. Ben oui, ça ne va pas le faire. Il y a très peu de gens qui ont vendu des appartements en étant dans la lit. Hein. Et oui, il paraît. On les cherche encore. C'est pas... Ça, pour que vous regardiez, parce que l'exemple qu'il donne là, sur le sport, il est hyper intéressant. Tout à l'heure, il me dit, ton surnom dans le monde des affaires, CR7. CR7. Donc pour ceux qui auraient loupé qui est CR7, qui ne sont pas connectés en 2026 dans ce monde, c'est Cristiano Ronaldo. Et est-ce que tu peux réexpliquer ça? Parce que je trouve que garder cette image, si vous gardez ce lien-là avec CR7 que tu as donné tout à l'heure. Il faut savoir une chose, c'est plus vous réussissez, plus la confiance monte. Moi, aujourd'hui, par exemple, vous me donnez une opportunité, Salomé elle le sait, j'ai 0 doute. Hein. 0. 0. C'est-à-dire, je sais que je vais la mettre au fond. Et l'opportunité, personne ne peut la maximiser comme moi. Je vais vous dire, quand j'ai acheté, par exemple, My Little Paris de TF1, récemment, j'appelle le TF1, je leur dis, je vais acheter My Little, et il me dit, Jean, c'est trop tard. On a fait le deal. Le deal est fait. C'est un mec qui s'appelle Daroka, celui qui a Combini, les éclaireuses, c'est qui la bosse, et tous ces conneries. Full of love. Amour. Hein. Non, mais en plus, c'est un misogyne. Alors que moi, je suis féministe.
C'est pour cela. Donc, il avait fait le deal, le traité d'apport, ils se sont mis d'accord. Le juridique est fait, en fait. Et il me dit, Jean, c'est fait, c'est trop tard. Et je lui ai dit, non, mais c'est fait, t'as signé ou pas? Il me dit, non, belle-mère, enfin le patron de TF1, il est en vacances et il revient dans 7 jours. Le conseil d'administration, c'est le lendemain de son retour, donc dans 8 jours de maintenant. Tous les docs sont faits, tout le monde est d'accord, c'est fini. Et on attend belle-mère pour qu'il signe. Et je lui ai dit, mais il n'a pas signé encore. Et il me dit, ben non. Et je dis, bah, c'est très bien. Ça vaut combien ton affaire? Il me dit 30. Mais c'est pas la peine, je t'ai dit, on a fait le juridique, tout est terminé. J'ai dit, bah, t'as pas signé. Donc j'ai dit à mes équipes, personne ne dort. On a 8 jours à faire ce qu'eux, ils ont fait en 6 mois. Donc c'est beaucoup. Donc on a commencé à travailler, etc. Premier effet du réseau, l'avocat de TF1, c'est un avocat que j'ai rencontré sur une affaire ailleurs et qui m'adore. Donc il a commencé à me donner tous les tuyaux. Super avocat. Bah, c'est les miens avant qu'il soit celui de TF1. C'est TF1 qui vend, ça va. C'est peut-être pas celui du concurrent. Donc il me donne les infos et nous on avance et je sens que ça va être compliqué quand même. Donc j'appelle le patron du M&A, Adrien, je lui dis écoute, je veux rencontrer belle-mère. Il me dit mais Jean, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans la phrase belle-mère n'est pas là? Je lui dis ah ouais putain. Alors j'ai dit ok, bah François Pélissier, numéro 2. Et le DAF, Pierre Alain. Il me dit ok, demain à TF1 au club, petit-déj à 8h30. Donc j'arrive en retard en fait. Ils étaient tous les deux. Et dès que je rentre, François me regarde et il me dit « T'es mon préféré de qui veut être mon associé. » Alors, il était mort, le mec. Donc, je m'assois, je raconte toute l'histoire, etc. Je lui dis ce que je veux et tout. Et il me dit « Ok, t'as ma voix. » Le DAF, à côté, il me regarde et il me dit « Et ce soir, je vois les 2 mecs de Bouygues. » Il y en a 5 dans le conseil d'administration de TF1. Belle-mère, 2 de Bouygues, Pierre-Alain et François. François et Alain sont à moi, les 2 mecs de Bouygues sont à moi. Belle-mère, elle va suivre qui? Elle va suivre son management. Donc c'était plié au petit-déj. Et alors, il y a des choses ici qui sont importantes. C'est-à-dire que quand l'opportunité m'arrive, je n'ai pas de doute que je vais la mettre au fond. Mais l'opportunité n'arrive pas seule. Donc, si vous regardez Ronaldo, quand il est devant le but, il peut avoir n'importe quel gardien, il va la mettre au fond. Mais lui, il passe par contre son temps à bouger pour que quelqu'un lui passe la balle. S'il ne bouge pas, la balle ne vient pas en fait. Et si elle ne vient pas, il peut fouetter l'air en tant qu'il veut, il ne va pas marquer des buts. Ça, c'est dans vos différents métiers. Vous n'êtes pas tous agents dans cette salle. Mais c'est vrai pour tout. C'est essentiel. Vous ne bougez pas, il n'y a rien qui se passe. Vous n'êtes pas sympathique, vous n'êtes pas en capacité d'être vu même de loin. Alors, vous ne serez pas obligé de passer sur M6, dans notre niveau à nous. Mais quand on rentre dans une salle et quelqu'un a entendu parler de vous, vous apprécie déjà de base, la moitié du travail, il est fait. Ça, c'est intéressant. Mais en plus, pour justement venir alourdir ce que tu dis, pourquoi j'ai gagné le deal? Parce que François Pélissier m'aimait à la TF1, enfin sur M6, mais ils ont cherché sur moi, sur tous les réseaux, avec toutes leurs références, et il n'y avait pas un problème quelque part. Donc, c'est hyper important, l'éthique dans les affaires et la gentillesse d'ordre général. Les gens pensent qu'être un carnivore, dévorer tout le monde, machin, c'est génial. C'est pas génial. C'est génial sur un coup. On peut gagner. Mais en fait, le monde a changé. Dans le temps, vous roulez quelqu'un. Il y avait un article dans le Dauphiné libéré. Et si ceux qui n'ont pas lu le Dauphiné libéré ce jour-là, ils ne savent pas. Aujourd'hui, vous êtes en écoute permanente. Là, Apple vous écoute. Tous les méta vous écoutent, tout le monde vous écoute. Donc, et une fois que vous faites une bêtise, ça reste à vie. La notoriété, elle a été, ce qu'on appelle la notoriété est devenue innotoriété.
Donc, elle reste à vie. Dans le temps même, les search, Google, etc., ils n'étaient pas performants. Aujourd'hui, vous dites à Claude, vas-y, va me chercher qui est Jean-Michel Caram. 2 secondes, il vous fait sa race, hein, de A à Z. Donc, vous faites des coups aux gens, on va vous retrouver. Vous cassez les genoux de quelqu'un, préparez-vous, un jour viendra. Donc, en fait, c'est quand même un peu bien ce truc, je trouve. Parce que les gens doivent revenir aux fondamentaux. On est censé être des humains et des gentils. En fait, dans le monde des affaires, moi, j'ai gagné tout. Mais je n'ai jamais été mauvais, en fait. Jamais. Jean, je vais te poser une question. Parce que tu dis, j'ai gagné tout. Tu as fait Memscape, magnifique structure, une envolée fantastique. Tu vas le briefer un peu les gens pour qu'ils comprennent. Et à un moment, tu as failli Mourir. perdre. Et tes concurrents, ils sont tous morts. J'aimerais que, parce qu'on a parlé de résilience, je voudrais que tu expliques un peu ce qui s'est passé. Je quitte le... Donc j'arrive du Liban en 90. En 97, 7 ans plus tard, j'étais au CNRS, directeur de recherche. Ma situation était parfaite en fait. J'étais hyper reconnu dans le monde de la recherche. Je gagnais beaucoup d'argent parce que je consultais pour des boîtes américaines, etc., qui me payaient énormément d'argent. Donc, en fait, j'ai trouvé une stabilité. Mais il n'y a rien de magique qui se produit dans les zones de confort. Ça, vous devez vraiment tous le comprendre. Vous regretterez jamais les échecs. Les échecs deviennent des leçons. Par contre, les rendez-vous ratés, les décisions que vous n'avez pas prises, les risques que vous n'avez pas pris, ça va tourner dans votre tête toute votre vie et les regrets et les remords sont très difficiles à porter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et moi, je voulais créer Memscape. Je sentais le marché, je savais que j'avais une techno différente, etc. Je me lance. Alors, il ne faut pas croire que j'étais hyper courageux, en fait. Parce que pour moi, c'était quand même très compliqué. Ça veut dire que je suis la première fois dans ma vie où je suis stable. Il n'y a pas de chaos, tout va bien. Et là, je me remets dans le chaos à nouveau. Donc, j'avais peur. Et en plus, j'avais une carte de séjour. J'avais même pas j'étais pas français encore. Donc, ça veut dire que si j'échoue, c'est par là. Beyrouth, c'est comme ça. Donc, c'était très dangereux pour moi. Très, très dangereux. Donc, ce qui a ajouté à mes risques, un autre risque que j'avais pas, en fait. Et je me rappelle, le jour où j'ai décidé, j'étais dans un restaurant qui s'appelle Le Petit Paris, à Grenoble. Et en sortant, je me suis dit, bon, il faisait beau, et j'ai dit, bon, allez, Jean, marche, ça va t'aérer la tête, parce que là, c'est quand même lourd, la décision que tu viens de prendre. Je suis arrivé chez moi, il y a 10 minutes à pied ou quelque chose comme ça, j'avais mal aux genoux, tellement j'avais peur, en fait, vraiment. Et comme je l'ai dit toujours, je suis un homme du Sud, moi. Les hommes du Sud, ils sont costauds dans la journée, fragiles la nuit. Et donc, moi, j'ai pris la décision la nuit quand même. Donc, ça a été pour moi encore plus compliqué. Les hommes du Sud, ils sont romantiques la nuit. Donc, dans la journée, on fait la guerre, mais le soir, on fait la fête. Et donc, j'ai dormi et j'ai pas très bien dormi parce que j'avais peur. Et le lendemain, j'étais un lion et j'ai commencé. J'ai plus eu peur. Donc, la peur, je l'ai transformée en énergie créative. En fait. Je me battais comme un lion. En fait. J'avais du cash pour vivre 3 mois. Et j'ai recruté mes 4 premiers salariés avec moi le 5 mai 98 et je leur ai dit, on a du cash pour 3 mois. Soit j'arrive à tourner, faire quelque chose, soit on ferme. Bon, et il va falloir partir. Donc, et en fait, je me suis tellement battu qu'en 3 mois, j'ai coupé 1 800 000 $ de deal à l'époque, etc. Donc, juste la boîte, ça a un rapport avec ta fibre. Enfin, c'était le métier pour qu'ils sachent un peu. Mon métier, c'est très court. simple. Je faisais des composants pour la fibre optique. Voilà. Et à l'époque, il y a le boom des dot-com, donc besoin en data, donc besoin en fibre. Donc, besoin de mes composants. Donc, je crée la boîte. La première année, je fais 550 000 €. La deuxième, 1,7 million. La troisième, 3,1 millions.
Et là, il y a une boîte qui vient pour m'acheter. Je lui ai dit, il valait 3 milliards. Il me dit, ah bon, quand est-ce que vous avez coté votre boîte? Ils me disent, on l'a coté l'année dernière. Et on faisait 4 millions, là on en fait 100. Il valait en 4 une année. milliards. Et il valait 3 milliards. Et j'ai dit, mais comment? Vous avez coté la boîte avec 4 millions de chiffre d'affaires? Il me dit, oui, mais on a un taux de croissance énorme, évidemment. Donc, Et moi, je levais de l'argent. J'avais levé pour Memscap, premier tour, j'avais levé 2 millions, le deuxième tour 11, et là, je levais 75. Et je me suis dit, mais putain, pourquoi je lève de l'argent? Il faut que j'aille en bourse. Je lève de l'argent en bourse. Et j'ai dit à mon conseil, on peut rentrer en bourse à 4 millions, bah, j'y vais, moi j'ai 3 millions, on s'en fout, à 1 million ça ne va pas se jouer, on y va. Et mon conseil me dit, mais t'es cinglé ou quoi? Jean, c'est pas possible. Il a dit, mais l'année prochaine... Ce qu'il vous raconte, c'est une première hein, sur ce qu'il a fait dans le multiple de Valo en France. Hein. Ouais, c'est historique. Hein. C'est-à-dire que je cote la boîte le 1er mars 2001, donc en 2 ans et 8 mois, je cote la boîte 430 millions de Valo, je lève 101 millions, plus 16 millions de green shoe, et dans mon livre, il y avait 270 millions, et j'avais multiplié l'action par 7050 en 2 ans et 8 mois. Ça veut dire que tous les gens qui m'ont donné, en plus, si je vous raconte, en plus, quand j'ai créé ma boîte, j'étais nul. J'étais nul dans le monde des affaires. En fait. J'étais un super chercheur, le meilleur peut-être du domaine, mais en business, nul. Et à l'époque, il n'y avait pas de SAS. Il y avait des SA ou SARL. Donc SARL, c'est naze. Donc SA. Et je lis, il faut 7 actionnaires. Je dis, c'est quoi cette merde, 7 actionnaires? D'où je vais les trouver, moi, les 7 actionnaires? J'ai distribué. Ça veut dire que mon directeur du labo, j'ai dit, tu veux être actionnaire? Toi, tu veux être... Ah, c'est bon, on a les 7. Et le pire, c'est que les 7, ils avaient tous du business, donc du boulot quelque part. Ils ont mis leur femme en porte-nom. C'est pour ça. Vous allez au greffe, vous regardez, on l'appelait la Société des femmes parce qu'il y avait 7 femmes. Même moi, je ne suis pas fondateur à la base. C'était ma copine de l'époque. Bon, j'ai fait les nécessaires au cas où elle me quittait. Elle était ma copine à l'époque. Donc, et je ramenais des tas de papiers. Le soir, je les mettais, j'ai dit signe. Parce qu'en France, on aime bien le papier. Donc, et du coup, en fait, tous ces gens-là, il y avait des mecs qui avaient mis 10 000 francs. 10 000 francs, c'est 1 500 euros. 2 ans et 8 mois après, ils avaient 8 millions d'euros. Fois 7 050. Donc, tous, ils ont acheté des baraques. C'était la folie. Le pire vraiment de tout ça, c'est que quand j'ai dit on va aller en bourse, mon conseil me dit Jean, t'es malade. J'ai dit je vais en bourse. Et ils me disent, il y a un de mes fonds, il me dit Jean, écoute, je connais quelqu'un qui est celui qui a créé le nouveau marché. Ben, on va le voir. S'il dit oui, je te soutiens. Donc on va le voir, il s'appelle Yannick Petit, qui est devenu mon conseiller au moment de l'intro. Là, aujourd'hui, j'ai investi en lui. Il a une boîte qui s'appelle Allegra Finance, qui est le premier listing sponsor de Paris. Et donc, et je présente devant Yannick. Il a dit, mais évidemment qu'on va aller en bourse. Donc, elle m'a soutenu et on va en bourse. J'ai eu les 16 banques qui voulaient me ramener en bourse. Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, tout le monde, toute la bande. Donc, j'ai pris 3 banques. Et en fait, le pire, c'est que la première valo pour laquelle on cotait, c'était 760 millions. Mais il y a un crack boursier au plein milieu de mon roadshow. Ça veut dire que moi, je sors pour raconter machin, et la bourse craque. Elle craque d'une manière dingue. Ça veut dire qu'on perd 25 points. Le CAC, il perd 25 points. Le Nasdaq, chute libre. Machin, enfin, c'était l'horreur. Et donc, on a été obligé de faire un autre prix à la fin, et on l'a descendu à 430. Donc, vous imaginez, c'était 760. Ça aurait été sympa. Et donc, je cote à 430. Et là, je faisais 3,1 millions. Donc,
ça veut dire fois, je ne sais pas combien de fois le chiffre 57. d'affaires. Non, plus 138 ou quelque chose comme ça. Et fait 430 divisé par 3,1. 57. 138. 138. C'est un exercice parce que je voulais vous assurer que quand il vous disait qu'il était bon en maths, que c'était facile et tout, c'était vrai. Je me suis dit, putain, j'ai vieilli. Non, t'as rajeuni. Et en fait, on cote la boîte, on fait 3,1, 17,8 tout de suite en chiffre d'affaires, et je devais faire 72. Non, 42. Mais j'avais 72 millions de commandes. Donc, les analystes financiers me disent genre, super, tu viens de multiplier ton chiffre d'affaires par 6. Alors, par contre, là, il faut encore remettre une fois 3. Comment tu te sens? Je lui ai dit, très bien. Je me sens très, très bien. Il me dit, comment ça, très bien? J'ai dit, 42, c'est finger in the nose, hein, mais à chercher plus. Écoutez bien. Je suis devenu la plus grosse capitalisation du nouveau marché. D'ailleurs, mon introduction en bourse, c'est la deuxième plus grosse introduction en bourse de l'histoire du nouveau marché. Et donc, tout va bien. Je fais le truc avec les analystes. Et une semaine après, mais une semaine, hein, les 72 millions sont devenus 800 000 $. De commande. Donc de 72 à 0,8. Mon DAF, il pète un câble. Burnout. Il disparaît. On avait mes auditeurs, c'est Ernst & Young. Lyon. Et nous à Grenoble, il me dit, je vais à Lyon voir le INY. Il dit, OK. Il va. La DRH vient me voir, elle me dit, je suis inquiète pour Denis. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, mais il n'est pas revenu. Elle m'a dit qu'il revient J'ai dit, mais c'est un DAF. Tu veux qu'il pointe? Il est parti chez INY, il est chez lui, laisse-le tranquille. Elle me dit, ouais, mais c'est... Parce que nous, chez nous, on n'a pas la culture de être au bureau. Donc, le lendemain, elle me dit, il n'est pas venu. J'ai dit, putain, c'est inquiétant. J'ai dit, bon, il a pris son week-end. Lundi, il n'est pas venu. J'ai dit, mais putain, il peut-être a fait un accident. Donc, j'appelle tous mes relations dans les flics. On a fait voler des hélicoptères au-dessus tout l'autoroute de Grenoble-Lyon pour savoir s'il a fait un accident ou s'il est dans une aire de je sais pas quoi. Rien, les flics ne disaient rien. 3 mois plus tard, 3 mois, on a trouvé sa voiture de fonction. Et c'est comme ça qu'on l'a trouvée. Parce que les flics cherchaient la voiture de fonction à Nice avec un surf dedans. Honnêtement. Et donc moi, il part comme ça d'un jour à l'autre. C'est la merde totale. Je me dis, putain, peut-être qu'il a pris aussi dans la caisse. Mais c'est pas possible. Je pensais que c'est pas possible. Je ne pouvais pas faire ça. Mais le problème, c'est que je suis PDG coté. Donc le marché va me poser des questions et je dois être capable de répondre comme il faut. Si je dis non, il n'a pas pris dans la caisse, ça doit être non, il n'a pas pris dans la caisse. Donc je vais être sûr de pouvoir répondre. Donc je demande à EY de faire un audit de la boîte. Il me dit, on vient de faire l'audit. Je dis, refais l'audit. Et refais l'audit et je te dis, il y a eu du vol. Trouve-le. Ça veut dire que toi, tu arrives quand tu audites une boîte, tu dis que c'est des gentils, et tu vérifies les choses. Là, je lui ai dit, le PDG lui dit, trouve-moi où on a pris l'argent. Donc il cherche. Évidemment, il n'y avait rien. Donc il dit, non, Jean, il est parti, mais tout est en place. Sauf que c'était une catastrophe omnibulante, puisque je venais de prendre mon usine, de construire mon usine, j'ai mis 65 millions dessus. Enfin, c'était l'horreur. Donc, en début 2003... Donc là, attends, juste bien que tout le monde s'ait compris, tu avais 72 millions de commandes, tu n'as plus que 800 000. Oui. Denis, il fait du surf, le seul mec qui fait du surf à Nice. Voilà. Hein, et tu dis à ton audit, on m'a piqué l'argent et on te dit non, c'est juste piqué. La merde. C'est ça. Ouais. Et j'ai 32 ans.
Donc, et moi, j'ai jamais vu de difficulté dans ma vie. Il faut vous rendre compte, pensez à un mec, je fais un examen, tous vous allez bosser, moi je fais la fête, le lendemain, moi j'ai 20, c'est ça en fait ma vie. C'est pour un peu mon père, quand j'ai présenté les concours, j'avais ma copine à côté de moi tout le temps, moi je bossais, et il m'a regardé, il me disait, toi tu vas faire ingénieur. Bien sûr. Et quand on présente le concours, je suis 5e du concours parce qu'en fait, vu qu'on était pauvres, dans l'épreuve de dessin, il y avait le stabilo, là, il faut mettre de l'encre dessus et les outils que j'avais hérités de mon frère explosaient, là, il y avait de l'encre partout. Donc j'ai eu 4 sur 20 en dessin et ce qui me ramène à 5e en fait. Donc quand papa m'a vu ça, il a dit 5e? Putain, il n'y a plus que des cons au monde. Parce que pour lui, c'était pas possible que moi je sois. Et tous les autres, c'est des cons. Et donc, jamais de difficulté, jamais. Jamais. Je fais du basket, je suis dans l'équipe nationale. Tout ce que je fais, tout de suite. Et là, c'est pas une difficulté, c'est un tsunami. Et je connais rien. Enfin, ça veut dire que j'ai jamais vécu une difficulté. On apprend en fait réellement dans les épreuves. En fait, on n'apprend pas quand c'est facile. Quand c'est facile, vous avez de la chance. Enfin, j'étais ce qu'on appelle un golden boy en fait. Hein. Tout ce que je touche transformé en or, mais jusqu'à un moment où c'est plastique. Donc là, c'était vraiment dur. Et je fais un constat à mon board le 9 janvier 2003. J'avais alors 269 salariés dans 11 pays, donc 11 lois sociales. Très important. Cette donnée-là est très importante parce que vous ne pouvez pas virer comme vous voulez. 4 usines vides. 0 commande, 800 000. 0,8. Un budget de dépenses annuelles de 42 millions, sans capex, sans investissement. 42 millions. La boîte brûle donc 3 millions de cash par mois et j'avais 10 millions de cash. Donc j'avais 3 mois. Et j'ai fait un plan qui s'appelle Utopia. Quand j'ai dit le nom à mon board, ils ont pleuré. Hein. Et il était formé de 105 tâches à faire pour sauver la boîte. 105. Et dans mon board, en me disant quel taux de réussite tu dois avoir dans ces 105 pour que ça passe, j'ai dit 105. On rate une, c'est le mur. Et en fait, honnêtement, ils ont pleuré. Et je me rappelle, Valérie Gombard, qui était la patronne de SPEF, elle a pleuré. Parce qu'on était des stars. Hein. Il faut savoir que quand on ramène une boîte en bourse comme ça, machin, les investisseurs sont des stars, et moi j'étais une star, et tout le monde était star. Hein. Et là, on était stars morts-vivants. Donc, c'était dur. Et du coup, j'ai fait 105. Pour vous dire combien c'était dur. Hein. J'ai chopé une hépatite dans la période. Je n'ai pas senti. En fait, moi, aujourd'hui, je suis immunisé contre l'hépatite. Et les médecins ne comprennent même pas, en fait. Mais je n'ai pas senti que j'étais tombé tellement j'avais de la rage de sortir le truc. Et quand on me disait alors comment ça... J'ai pas stressé, hein. Je rigolais même. En sortant, je regardais tous les soirs l'usine. J'avais une usine flambant neuve. Je la regardais comme ça. Je dis, c'est bien, elle n'a pas coulé. Hein. Et jour après jour, ce chemin-là était du 9 janvier 2003 à novembre 2007 où j'ai ramené la boîte à la rentabilité à nouveau et je l'ai retournée complètement. Sauf que 2008, génial. 2009, crise financière. À nouveau. Mais là, on commençait à être des pros des choses. Ça veut dire, allez, viens, mon petit. Ça, on sait faire. Et donc, ça a été hyper facile. Jusqu'en 2013, c'était la crise. Et à partir de 2013, on a commencé à vraiment gagner de l'argent. Et à partir de 2022, même Scap gagnait beaucoup d'argent. Donc,
et les choses ont été redressées. Quand j'ai créé Yoma, derrière en 2010, toute l'expérience que j'ai acquise dans ces années-là, c'était un feu d'artifice. Je l'ai créé en juin 2010, en juin 2012, 2 ans juste après. Je l'ai vendu à un éleveur 10 fois son chiffre d'affaires. Pardon, excuse-moi. Je veux juste prendre une note, ne jamais recruter Denis. Et on continue pour la suite. Juste, j'ai une question, deux questions là, sur ce que tu as dit. Juste d'abord un parallèle. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle à nos clients, on leur parle de stratégie, de plan d'action. Et ça fait écho sur ton plan à toi, qui est un plan énorme. Mais quand il y a des moments de crise, quand il y a des moments de doute, c'est hyper bien de savoir quel domino on va actionner. C'est hyper important. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le risque, avec méthode, il est amoindri. Donc, vous devez... Le monde ne réfléchit plus, les gens ne réfléchissent pas en fait. Moi, je suis un homme d'action, hein, donc moi, j'ai jamais eu de respect pour les généraux dans la guerre, par exemple, les mecs qui étaient derrière nous, là, dans les headquarters, à nous donner des consignes, là. Connard, viens ici, entends les balles siffler, tu vas comprendre. J'ai toujours eu le respect pour les gens qui sont sur le front, qui sont dans l'action. Mais, malgré tout, c'est quand même hyper important d'être seul à un moment pour écrire ses étapes et les aligner l'une après l'autre. Parce qu'il faut une méthode, en fait. Il faut vraiment une rigueur dans l'exécution. Parce que sinon, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas si... En fait, si vous regardez les gens, ça, je l'ai appris quand j'ai eu beaucoup d'affaires. Au début, quand j'avais Memscap, quand quelqu'un venait pour que j'investisse en lui, etc., s'il me disait qu'il faisait de la... je ne sais pas quoi, n'importe quoi, je lui disais non, nul. Tu veux être un vrai entrepreneur, il faut que ça soit 100% de ton temps. Et en fait, aujourd'hui, j'ai Memscap, côté en bourse, Yeva Group, côté en bourse, Skill, qui est mon bras d'investissement, dans lequel j'ai 15 boîtes maintenant, que je suis, parce que les entrepreneurs, ils ne viennent pas pour mon argent, ils viennent beaucoup plus pour mon expérience. J'ai Kims, qui gère mes droits d'auteur, mes droits d'image, enfin, tout ce qui est livres, émissions, tout ce bazar. Et j'ai KRS, qui est un petit truc immobilier pour les impôts. Ah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils me prennent 82% de ce que je gagne. Et sur les 18% qui me restent, quand je meurs, ils veulent 45%. Donc, du coup, le problème, c'est que vu que Yeva Group, par exemple, avait une valorisation avant que je la cote il y a 3 mois, même pas, en 31 mars, j'ai coté Yeva Group, il y avait un risque très, très, très problématique. Ça veut dire que la boîte, disons, elle vaut 100 millions. Et disons que j'ai 25%. Donc, ça faut 25 millions. 25 millions, il faut payer donc 12 millions à ma mort. Direct sur ça. Donc, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas liquide, parce qu'il n'est pas coté. Et en plus, dépendant du patron. Donc, sa valeur, le fisc, il retient la valeur de la mort. Donc, juste avant. Et donc, pour moi, je n'arrive plus à dormir à la fin, parce que la valeur était tellement grande et mes héritiers devaient payer tellement d'argent pour ça, que c'était une catastrophe. Alors, évidemment, on fait un pacte du Treuil pour descendre. Première action, pacte du Treuil pour descendre de 75%. Ça reste quand même beaucoup d'argent. Et donc, le beaucoup d'argent qui est resté, je me suis dit, bon, allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter plein d'apparts et je vais les endetter et les assurer. Et si je meurs, ils passent dans le passif et... Mais il y a un autre mec de Reims qui m'a donné tout à l'heure un porte-clés. Reims, on sous-traite en local. Et donc, j'en ai acheté quelques-uns avec l'idée de dire, je les ai estimés à ce qu'on doit payer en fisc. Et du coup, pour cette partie-là, et du coup, comme ça, si je meurs, les prêts sont remboursés, ils vendent les trucs, ils payent avec ça l'impôt de Yeva Group. Et après, ils vendent le reste, ils payent dessus. Bon. Là, donc, vous voyez que c'est des choses qu'un autre entrepreneur aux États-Unis, par exemple, il ne pense pas à ça. Nous, on pense. Parce que là, tu es parti sur tes problèmes fiscaux. Ça m'a coupé l'appétit. C'est bon, salut. Et on compatit. Il faut partir.
Mais on Je vais parlait, faire comme Eric Larchevêque. on- Il faut partir, tous partez. on faisait, reste un peu encore. Et comme ça, nous, on va monter une société, on va vendre vos biens. Voilà, ça c'est bien. Il m'a donné sa carte. Hein. Ouais, l'idée c'était le plan d'action à la base avant qu'on parle des problèmes fiscaux. Mais vous avez compris le sujet, c'est il faut anticiper, savoir quoi faire. Et je rappelle qu'on a cette méthode aujourd'hui qui est de dire il y a des choses cruciales, il y a des choses impactantes, il y a des choses importantes. Il y a une organisation à faire. Ça c'est important. Il faut pas faire. Beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs font beaucoup de choses dans la journée. Et les choses importantes, ils font, et à la fin, ils n'arrivent plus. En fait, il faut toujours savoir que 20% des tâches que vous faites ont un impact de 80%. Et 80%, c'est 20. Donc, quand vous avez le temps, on s'en fout. Mais moi, par exemple, plus j'ai des affaires, plus c'est impossible, en fait. Je dois vraiment me focaliser sur les efficaces. Donc, mon temps, il est consacré à ces 20% qui font la majorité des choses. Et vous devez les connaître. C'est hyper important. Et pas perdre beaucoup. Enfin, si vous reste du temps, faites tout, faites le 100%. Mais si vous avez à choisir, il faut choisir les vraies choses. Celles qui apportent de la valeur. Toujours, il faut penser que, en fin de compte, il va falloir que vous faites du chiffre, vous devez sortir de résultats, etc. Donc, toute action qui est liée à ça doit être faite en priorité. Jean, je vais te poser une dernière question. J'ai un peu briefé Jean quand on a déjeuné ensemble. J'ai dit j'aimerais aller te poser des questions sur ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Il y en a une où je ne t'ai pas briefé du tout. Mais je ne peux pas m'empêcher de te la poser. Et ensuite, c'est vous qui allez poser des questions. On aura un petit temps d'échange parce que le temps est compté. Je crois que tu vas à Paris juste après. Mais on ne se connaît pas, on a déjeuné ensemble, je t'écoute, je vois comment tu parles et tout. Et je me suis dit que j'allais te la poser, que tu le prendrais pas mal. Enfin, j'espère. Non, je Qu'elle prends sache rien, que c'est pas. Vraiment, je me suis dit, tiens, je l'ai vu arriver tout à l'heure avec son jean un peu slim, déchiré. J'ai vu tes photos, je voulais trouver une veste pour t'accueillir avec des broderies comme toi. Et parce que je me suis dit, ah, c'est une sorte d'hommage. Puis bon, je ne l'ai pas trouvé parce que j'en ai pas. Je suis assez, moi, j'ai une éducation assez coincée là-dessus. Je suis un peu bourgeois, tu vois, le truc. Lyonnais. Un peu lyonnais. Ouais. Tu vois, moi, je suis tout ce que t'es pas, tu vois. Je suis un peu la vieille France quand je te regarde et je te vois arriver avec ton look. T'as été grand, t'es immense. J'ai vu ton style. Et puis, puis tout à l'heure, je t'écoute. Je dis, oh, il dit de ces trucs. Il me dit, ouais, moi, c'est vrai, mon surnom dans le business, c'est CR7. Je dis, oh. Après, il me dit, ou l'aigle. J'ai dit, l'aigle, bon, quand même. Et tu sais, aux États. L'aigle de Saint-Jean. Moi, j'aurais pas osé ça, tu vois. Mais ça, j'avais une calache à la main. Moi. Ouais, moi, tu vois, j'ai eu un stylo bic, c'était moins efficace. Mais ça me fascine un peu parce que en France, on a cette tendance parfois, je sais pas si vous le constatez tous, mais faut pas faire trop de bruit, faut pas être trop voyant. Il y a une sorte de norme. Et puis, on est discret, on a peur de parler d'argent. Et toi, et je crois que c'est naturel chez toi, tu affiches tes choses telles que tu le penses, telles que tu l'es. Est-ce que ça a été toujours le cas? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est un défaut? Parce que c'est pas courant. Il affiche une sorte d'ambition qu'on retrouve aussi dans des personnages. On a eu des gens, moi j'adore Bernard Tapie, tout, on aime, on n'aime pas, mais il y a des gens qui assumaient leur position. Et ça me, voilà, je ne pouvais pas te laisser partir. Éric Larchevêque est comme toi, il a un goût prononcé pour les ceintures visibles. Et ça me... Je suis ébahi de ça. Alors j'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Et Éric, en loge, il a 16 chemises bleues. Non, mais Éric, il s'habille pas très bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous avec 16 chemises comme ça? Déjà, c'est moche. Ouais. Donc, il a changé, il a ramené une veste marron. Ouais, c'est bien. Beige. Donc, non, moi, déjà, il y a une chose, c'est que je suis un homme libre. C'est hyper important pour moi. Donc, je dis tout ce que je pense, qu'il soit face à une caméra ou dans un coin, ou je m'en fous. Et ça a failli me coûter la vie au Liban. Il y a une histoire dans le livre là-dessus. Il y avait le kalash à côté, sur ma tête. Et le mec, il m'a dit, il paraît que tu dis qu'on était des cons. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai pas trouvé un meilleur mot pour vous définir. Et il m'a dit, je vais te fumer, connard. Il a chargé le kalash et j'avais un type qui s'appelle Joseph Abdelmassir, que j'ai entraîné au basket. Il a vu ma voiture.
Et il savait comment j'étais. Et il savait en plus que je les détestais. Donc, il a commencé à courir et à tirer en l'air parce qu'il a compris que l'autre va tirer. Pour que l'autre soit surpris, il dit on a une attaque sur nous et il abandonne là-bas le machin qu'il a devant lui pour aller tirer sur ceux qui vont tirer. Et en fait, il courait, il tirait de balles comme ça, pop, 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 et il courait et tout le monde machin et il arrive et il dit laisse-le tranquille, allez pars toi, casse-toi d'ici. Il lui dit mais c'est un connard, il a dit qu'on est des cons. Il me dit mais putain tu peux pas fermer ta gueule, casse-toi d'ici. Et donc en fait à une seconde ça a joué. Et c'est quelque chose qui est en moi. Je ne peux pas ne pas dire les choses. Alors, évidemment, vous pouvez demander à ChatGPT, vous verrez qu'il n'y a rien sur ma vie privée. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas de signes ostentatoires. Il n'y a rien. J'essaye de cacher un maximum ma vie privée. Parce que j'ai grandi en sachant que quand on veut vous faire du mal, on appuie là où vous aimez. En fait, c'est des choses qui sont connues. Et donc, du coup, j'essaye de ne pas parler de ma vie privée, mais mes avis, mon opinion, etc., je le dis toujours. Et sur mon look, moi, j'ai toujours voulu être singulier. Je n'ai jamais voulu être quelqu'un de la masse, en fait. En fait, l'humain, regardez quand on a pris les gens dans des camps de réfugiés, etc., qu'est-ce qu'on a fait? On leur a supprimé leur nom. On a donné des numéros aux gens. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé leur identité. Et c'est le pire pour un humain. Et moi, je ne veux pas ressembler à tout le monde, je veux être moi. Il y a un proverbe juif qui dit au ciel, c'est un rabbin qui s'appelle Zoustra, il dit Zoussia. Il dit, dans l'au-delà, on ne me demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moïse, on me demandera pourquoi je n'ai pas été Zoussia. Donc, ça ramène à vivre avec ses propres convictions, à être soi-même, en fait. Parce que c'est là, être heureux. Être heureux, ce n'est pas l'argent, en fait. L'argent est un amplificateur de joie. C'est vraiment très important. Ce que je disais à table, ça veut dire que vous êtes en couple. Si vous avez de l'argent, vous n'attendez pas l'anniversaire pour offrir des cadeaux. Vous voulez aller faire la bamboula, je ne sais pas où, vous allez dans un palace, pas au Campanile. J'ai une dent contre oui, tu as dit Campanile, je sais. Ouais. C'est le seul nom que je connais en dessous de 3 étoiles. En fait. Tu vois? C'est ça l'argent. Et en fait, donc l'argent, il apporte quand on est heureux, il apporte de l'épice. Il épice la joie, en fait. Ça multiplie. Mais si on est tristonné premier, vous mettez de l'argent, ça ne fera rien. Donc c'est très, très important. Et donc, même dans le monde du business, vous venez vous pitcher. En fait, vous c'est quelque chose qui est hyper important. Quand on pitch devant qui veut être mon associé, moi, je leur dis toujours, c'est comme quand on vend un appartement. Les 90 secondes premières sont primordiales. Donc, ils arrivent, ils sont tous comme Steve Jobs, avec des cols roulés, des jeans, des machins, avec des baskets. En plus, jeans, c'est pas ça, hein, c'est un chien comme ça, là. Tu regardes le mec, oh là là, mais il se prend pour Steve Jobs. Sauf qu'il n'est pas Steve Jobs. C'est le problème. Ça veut dire, devenez Steve Jobs et faites ce que vous voulez. Si vous êtes Steve Jobs, venez à poil, on s'en fout. Merci. Mais... J'ai Salomé qui me dit qu'il faut qu'on leur laisse poser une dizaine de questions, quelques questions. Allez. Eric, le jean, c'est pas...